le 21 juillet 1969 et lancé la navette spatiale Columbia avec à son bord John Young, astronaute américain, ayant participé notamment au programme Gemini et au programme Apollo, et avec également à son bord Bob Crippen, un astronome qui avant était Capcom, c'est-à-dire la voix qui parle aux astronautes pendant les missions. Du côté du bloc américain, ces derniers voyaient en effet ce véhicule spatial, à savoir la navette spatiale, un nouveau moyen de transport, un moyen économique, efficace, et qui serait un véritable gain de temps, contrairement aux vieilles capsules Apollo qu'on utilisait avant. Donc clairement pour eux, la navette spatiale c'était carrément l'avenir. Mais du côté du bloc soviétique, ces derniers voyaient en effet la navette spatiale non pas comme un moyen civil, mais plutôt comme un moyen militaire pour ainsi attaquer l'URSS à distance et ainsi faire des rentrées atmosphériques au-dessus de la Russie, plutôt l'URSS, et ainsi larguer des bombes pour ainsi faire exploser les villes qui se situeraient en dessous, à savoir Moscou, le Kremlin et pourquoi pas le site de Baïkonour. Et donc, les soviétiques, par précaution mais aussi par égalité de force avec leurs rivaux, ils décident de créer leur propre structure, leur propre programme et bien sûr leur propre navette spatiale. Et c'est à peu près à la même période que le programme fut baptisé Buran. Bon, on va également maintenant parler un peu de la conception de la navette en elle-même, puisque au début on a parlé un peu de son histoire, mais maintenant on va voir et on va rentrer un tout petit peu plus à l'intérieur de la navette et on va voir comment elle a été conçue et fabriquée. Déjà, il faut savoir que cette fois-ci, à contrario de plein d'autres projets que les Russes ont pu mener à bien, cette navette n'est pas une bête copie de la navette spatiale américaine. On a tendance à le voir notamment avec certains programmes et certaines constructions que les Russes ont pu faire, à savoir des faux avions qui notamment avaient un peu l'apparence du Concorde. Et bon, malgré tout ça, en tout cas, ils ont fait quand même quelques prouesses, notamment du côté soviétique et aussi dans tout un tas d'autres domaines. Mais en tout cas, dans certaines constructions qui vont se voir, les Russes ont parfois copié ce qui avait déjà été fait auparavant ou carrément en même temps. Donc maintenant, je vais vous afficher la navette américaine et Buran. Remarque, il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Certes, l'orbiteur a quasiment presque la même forme, mais si on plonge un peu plus à l'intérieur de la navette, vous allez pouvoir constater qu'il y a quand même quelques différences par rapport à sa cousine américaine. Déjà, on va commencer tout d'abord par parler du mode de propulsion. Chez les Russes, ils n'utilisent absolument pas de carburant solide. À contraire des Américains, eux, ils utilisaient beaucoup et énormément, notamment pour leurs boosters, des carburants solides. Donc en gros, ils se consumaient et ça apportait une gigantesque poussée, mais ça apportait pas qu'une gigantesque poussée, ça apportait aussi des désavantages. Du côté américain, pour propulser leur orbiteur jusqu'en orbite basse terrestre, ils utilisaient deux boosters qui étaient fixés à un réservoir central qui lui servait à alimenter la navette pour ainsi faire fonctionner ces trois moteurs RS-25 qui étaient calés tout en bas de l'orbiteur et ainsi le mode de propulsion était fait uniquement avec les trois moteurs RS-25 et avec les boosters à poudre. Mais du côté soviétique, c'est complètement différent. Déjà, au centre, ce que vous voyez, ce n'est absolument pas un réservoir, mais c'est une fusée à part entière. Donc, dans le programme, en effet, il n'y a pas qu'un seul véhicule, mais en fait, il y en a deux. Il y a la fusée Energia, qui est grosso modo une gigantesque fusée à part entière, c'est elle qui propulse la navette en orbite, et elle est non pas équipée de 2 boosters, mais 4 boosters. Et comme bien évidemment, tous ces boosters fonctionnent avec des propergols liquides. Bon, certes, vous avez pu en effet constater une légère différence entre la navette spatiale américaine et celle qui est soviétique, mais surtout ce que je ne vous ai pas encore parlé, c'est en effet comment la navette se propulse quand elle est dans l'atmosphère ou dans l'espace. Du côté de la navette spatiale américaine, après que les boosters ont été largués, la navette va en effet continuer à monter dans l'atmosphère et ainsi atteindre l'espace jusqu'à dépasser la limite de von Karman, etc. jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide et à ce moment-là, ce réservoir est largué et les trois moteurs RS-25 n'ont plus aucune utilité. Ils sont uniquement utilisés
au moment du décollage, mais pendant tout le vol, c'est pas ces moteurs-là qui vont faire la mise en orbite. Les moteurs restants et la poussée qui va être apportée pour faire justement cette mise en orbite, eh ben, c'est les 2 petits moteurs OMS de la navette qui sont juste au-dessus sur un espèce de pod. Et en effet, ces petits moteurs vont en effet permettre de propulser la navette et ainsi la mettre en orbite. Mais du côté soviétique, c'est un poil différent, puisque durant tout le vol, eh ben, la fusée est tellement puissante que la navette n'a absolument pas du tout besoin d'utiliser ses propres moteurs pour aider au décollage et à la propulsion, mais du coup les moteurs ne sont uniquement utilisés uniquement et que dans l'espace. Mais ce n'est pas tout, puisque si on continue dans le programme, je vous ai dit que ce qui était spécial dans ce programme, c'est qu'il y avait 2 véhicules. Mais en réalité, il y en a plein d'autres. En effet, il y aura des centaines d'autres véhicules, puisque en effet, comme dans le programme américain, eh ben, il y a eu au moins 4 navettes. C'est quand même plusieurs véhicules, mais au moins ces navettes-là, c'est toujours la même utilisation, c'est toujours pour la même utilité. Envoyer des astronautes dans l'espace, faire des expériences et aussi larguer des satellites, et ainsi faire des opérations scientifiques dans des conditions d'apesanteur. Mais cependant, il faut quand même se rappeler que dans le programme soviétique, on a quand même une fusée et une navette. Il a peut-être en effet un nom que peut-être vous ne connaissez peut-être pas, mais en tout cas, son nom est quand même emblématique puisqu'il s'agit de l'Antonov AN-225. Et cet avion, c'est juste un monstre. Cet avion est juste gigantesque et il a été uniquement conçu dans le but, et unique seul but, de transporter la navette spatiale Buran du lieu d'atterrissage jusqu'au lancement de Baïkonour ou à son hangar, et ainsi pour faire le remorquage entre Baïkonour et son hangar. Mais cependant, je vais encore un peu plus parler de l'Antonov AN-225 puisque son utilisation a continué après le programme. Et d'ailleurs, vous allez peut-être le remarquer, mais même encore aujourd'hui, il vole et il est encore très utile aujourd'hui. Il y aura en effet encore 2 autres véhicules, puisque en effet à ce moment-là, dans le programme, ça demandait également 2 stations spatiales, qui étaient plutôt en effet des plateformes de missiles. Parce que, dans les faits, je vous ai dit que les Russes craignaient que les Américains leur larguent des bombes sur tout le pays et que ça finisse par le ravager. Du coup, ce qu'ils se sont dit, c'est que au lieu de faire un programme civil, ils vont faire un programme militaire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on arrive un peu à l'armement en fait au niveau des stations, puisqu'à ce moment-là, en effet, des armes devaient être implantées à l'intérieur de ces vaisseaux. Donc en gros, ils devaient en effet avoir une plateforme de missiles et ainsi avoir une autre station qui devait être couplée à cette plateforme de missiles. Et ainsi, c'était un peu la descendante de Mir, mais un peu. Après que la conception a eu lieu, qu'en effet les dessins ont pu être enfin posés sur la table, qu'en effet tout puisse enfin être organisé et construit, en effet un premier modèle atmosphérique tel que Enterprise du côté américain qui servait uniquement à voler dans l'atmosphère, qui devait peut-être aller dans l'espace mais compliquant pas les choses, c'est que ce modèle-là, Enterprise, était uniquement dédié au vol atmosphérique. Et ici, pour cette navette de test, c'est pareil. Et ce dernier, il se nomme OKGLI. Et cependant, un peu de temps après, c'est ainsi que naît le premier module qui devait être utilisé pour en effet le programme militaire. Littéralement un des premiers modules pour en effet concevoir ces stations spatiales militaires et cette plateforme de missiles, ce module s'appelle Polius. Et ce dernier, ça n'a pas vraiment été un grand succès puisque le module a littéralement fini dans l'océan. Bon, cependant, malgré qu'il a fini dans l'océan, ça a pu tout de même démontrer en effet la puissance de la fusée Enel-Gia. Je pense que vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais Enel-Gia, c'est juste une fusée gigantesque. Et surtout que sur cette fusée, il n'y a pas de coiffe. C'est-à-dire que le module en lui-même, il était accroché sur le côté, un peu comme une navette spatiale. Alors que habituellement, on a tendance à voir les modules plutôt s'ériger vers le haut de la fusée et non pas sur le côté. Et donc quand même, franchement, c'est quand même pas mal d'avoir en effet lancé un satellite sur le côté de la fusée et non pas protégé en effet des rafales de vent, etc. avec la vitesse et ainsi au frottement aérodynamique. Et c'est là que quelques années après arrive enfin le premier vol de Buran, fusée Enel-Gia avec navette compris, mais sans équipage.
Donc, vous l'avez bien compris, eh ben, c'est un vol de test globalement. La navette était entièrement automatique et la SI réussit à faire un vol aller et retour quasiment sans problème. Et ainsi, ça démontre un peu plus l'ingéniosité russe, puisque à l'époque, pour tester la navette du côté américain, ils étaient obligés de mettre des astronautes dedans. Ils n'avaient absolument pas du tout le temps de concevoir un système automatique. La Saturn V, auparavant, elle, était capable de se piloter tout seul. Finalement, pour la navette spatiale, pas vraiment eu le temps de concevoir tout ça. Mais cependant, après ce vol, c'est le drame. Puisque à ce moment-là, finalement, le programme est entièrement arrêté. La construction des autres navettes, puisqu'il y en a eu d'autres, puisque comme pour le programme américain, pour ainsi avoir un taux de lancement fréquent, il fallait plusieurs navettes. Puisqu'après, nettoyage, etc., il faut plusieurs pour en effet faire plusieurs vols. Finalement, la construction de ces dernières sont arrêtées, et les vols sont également annulés, et tout est mis à l'arrêt. Et donc maintenant, l'histoire va en effet tout doucement basculer, puisque actuellement, on a plutôt parlé du programme, mais maintenant, je vais un peu vous parler un peu de la suite et de qu'est-ce qu'elles sont réellement en fait devenues les autres navettes. La navette nommée 1.01, qui fut nommée Buran, au nom du programme Buran, toujours restée fixée à une fusée Enel-Gia, entreposée dans un hangar, mais finalement, vers 2011-2012, le hangar s'effondrera dans la destruction du bâtiment, et ça emportera la navette et malheureusement quelques ouvriers qui étaient encore dedans. Il y a en effet eu plein d'autres navettes, mais il y en a encore une dont j'aimerais encore citer, la 1.02, qui fut nommée Pichka. Elle a été construite à 95%, mais finalement, après l'arrêt du programme Buran, elle aussi, elle a encore une nouvelle fois fini dans un hangar, et elle est encore entreposée aujourd'hui. D'ailleurs, un bon youtubeur que je pense que vous devez peut-être connaître, on est sur YouTube, c'est CyrilMP4 qui a en effet fait une urbex et il a justement visité la navette Pichka qui est en effet dans un état, on va dire, un peu de dégradation et un peu de poussière. On peut tout de même admirer. Donc si vous avez envie de voir un peu plus la navette en profondeur et que vous avez envie de savoir à peu près à quoi ressemblait l'intérieur de la navette, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo. D'autres modèles, comme je vous ai dit, ont été construits, mais la plupart n'ont été finis qu'à 40, 30 ou voire même 20%. Donc vous vous demandez bien que forcément les pièces, au fil du temps, elles sont récupérées par des particuliers ou des personnes. Et finalement, on peut encore aujourd'hui voir sur eBay certaines pièces qui sont encore en vente aujourd'hui et qui peuvent se vendre à des centaines, voire des milliers de dollars. Mais cependant, l'histoire n'est pas terminée, puisque je vous ai parlé du programme Buran, et je vous ai encore parlé de l'Antonov AN-225. Vous savez, l'avant-porteur qui devait transporter la navette. Finalement, elle a eu quand même une utilisation, puisque après le vol de Buran, qui était entièrement automatique, fallait ramener la navette. Du coup, elle a fait le trajet. Mais le truc, c'est que après, l'avion ne servait pas tellement à gros chose, puisque à ce moment-là, la Russie n'avait pas vraiment besoin d'un énorme cargo. Du coup, c'était l'avion a peu pris poussière. On ne sait pas trop tellement, moi non plus, pas trop tellement comment a fini l'avion après tous ces temps. Mais en tout cas, cet avion commence en effet à être réutilisé aujourd'hui, puisque avec l'énorme capacité d'emport, ce dernier a été utilisé récemment avec la pénurie de masques pour le Covid-19, et il a surtout fait office de cargo et il a transporté des masques à travers tout le monde pour ainsi équiper toute la population de masques. Et je trouve quand même tout ça symbolique qu'une navette spatiale ayant été utilisée pour un programme spatial soviétique militaire et surtout spatial, qui finit aujourd'hui par être encore utilisée pour finalement, en effet, sauver les gens et surtout sauver la plupart de la population, celles qui ne peuvent pas être assez protégées de cette pandémie. Et n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme.